Cette fois, Mark Holt franchit les portes vitrées de Solutions Fret Croix avec un dossier à la main et sa dignité sur l'épaule. Cette fois, la réceptionniste décrocha le téléphone et appela à l'étage. Cette fois, la réponse redescendit. Merci, mais non. Il ne discuta jamais. Il reprit son dossier, rentra chez lui, prépara le dîner pour sa fille de 6 ans et dormit d'un sommeil parfait. Puis vint le 8e jour, et cette fois ce n'était pas Mark qui passait une porte. Cette fois, Evelyn Croix se tenait devant sa clôture, le visage pâle, tenant un contrat de 12 millions de dollars au bord de l'effondrement. Comment un homme rejeté cette fois finit-il par détenir la clé de sa survie? Continuez d'écouter et vous le saurez. C'était un vendredi après-midi dans un quartier où les gens réparaient les choses au lieu de les remplacer. Le chêne sur la pelouse de Mark avait une branche fendue depuis le printemps et il n'avait toujours pas appelé qui que ce soit parce qu'il comptait la réparer lui-même. Il était assis sur les marches du perron avec un rouleau de ruban réfléchissant et un petit sac à dos violet, appliquant soigneusement des bandes de sécurité sur les bretelles avant la première semaine d'école de Bonnie. Sa fille était assise à côté de lui avec son lapin en peluche, une chose grise aux oreilles tombantes qu'elle avait nommée Navet pour des raisons qu'elle ne se rappelait plus, et observait son père travailler avec l'attention concentrée de quelqu'un qui trouvait la compétence vraiment intéressante. La rue était calme hormis le bruit lointain d'une tondeuse à gazon et le tintement métallique occasionnel de l'atelier de réparation 2 rues plus loin. Mark lissa la dernière bande et leva le sac à dos dans la lumière de fin d'après-midi pour vérifier l'angle. C'est alors que la Mercedes noire s'arrêta le long du trottoir. Elle stoppa avec la précision silencieuse d'une voiture conduite par quelqu'un habitué à faire des entrées, et la femme qui en descendit ressemblait exactement à la photo parue dans le magazine des affaires du Midwest en avril précédent. Blazer anthracite, pantalon sombre, cheveux tirés en arrière sur la nuque. Evelyn Croix, directrice générale de Solutions Fret Croix, la 3e plus grande entreprise de transport régional du Midwest. Une femme dont le nom apparaissait dans les colonnes de l'industrie accompagnée des mots implacables, exigeante et redoutable. Elle avait tout cela en elle en se tenant sur le trottoir fissuré devant la maison de Mark Holt. Elle avait aussi l'air, sous tout cela, de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 2 jours. Bonnie étudia l'inconnu avec la même intensité calme qu'elle appliquait à la plupart des choses qu'elle ne pouvait expliquer immédiatement, puis se pencha vers son père et dit, d'une voix qui n'était pas tout à fait un murmure, que la dame avait la même tête que son enseignante le matin où elle avait perdu les dictées de toute la classe. Mark ne sourit pas. Il se leva lentement, posa le sac à dos sur la marche et attendit. Evelyn Croix s'approcha de la clôture et s'arrêta. Elle avait répété ce qu'elle dirait pendant les 40 minutes de route depuis le centre-ville, et quelque part près de l'échangeur, chaque version du discours s'était effondrée. Il ne lui restait que la simple raison de sa présence, la seule chose qu'elle n'avait pas l'habitude de dire à voix haute. Elle regarda l'homme de l'autre côté de la clôture, chemise de travail, bottes usées, un rouleau de ruban réfléchissant pendant d'une main, et comprit, avec la netteté particulière d'une prise de conscience qui arrive trop tard, qu'elle ne l'avait jamais vraiment regardé auparavant. Pas vraiment. Pas une seule fois pendant ces 7 rencontres, lettres et appels. Elle dit qu'elle avait besoin de sa flotte, tous ses 11 camions, à partir de lundi. Mark soutint son regard pendant 3 secondes entières, assez longtemps pour laisser le poids des 7 refus occuper l'espace entre eux sans dramatiser, puis il ouvrit le portail et lui dit d'entrer, qu'il allait faire du café et qu'elle pouvait lui expliquer exactement ce qui se passait. Pour comprendre ce qu'Evelyn Croix demandait, il faut remonter au début, non pas à la crise, mais à la première fois où Mark Holt s'était tenu dans le hall de Solutions Fret Croix et avait cru, raisonnablement, que son dossier était en ordre. C'était 18 mois avant cet après-midi de vendredi sur son perron. Il venait d'immatriculer son 9e camion, portant Logistique Holt au point où l'entreprise était légalement équipée pour les contrats commerciaux. Il avait préparé la demande lui-même, vérifié chaque certification 2 fois et l'avait soumise par les voies officielles. Le refus revint en une semaine, avec une note manuscrite. La taille de la flotte ne répond pas au seuil minimum de Fret Croix. Il appela pour demander quel était ce seuil minimum. La personne qui répondit ne put le lui dire. Aucun seuil n'était publié sur le site de l'entreprise ni dans sa documentation. Il le nota, le rangea dans un petit carnet à spirale qu'il gardait dans la cabine de son camion, et prépara la 2e demande, 14 mois avant le vendredi. Il soumit à nouveau avec un certificat d'assurance commerciale complet,
un dossier de conduite impeccable pour chaque chauffeur et une documentation mise à jour sur la conformité sécurité. Le refus cette fois cita un manque d'expérience dans le transport à température dirigée. Logistic Holt ne se spécialisait pas dans le fret réfrigéré, mais plus important, les contrats principaux de Fred Croix à l'époque ne le faisaient pas non plus. Gisèle Park, l'assistante exécutive d'Evelyn, se souviendrait plus tard avoir sorti cette lettre de refus de la corbeille et avoir hésité, essayant de comprendre la logique, puis décidant que ce n'était pas à elle de questionner. 11 mois plus tôt, Mark obtint une certification en opération à température dirigée et fit installer un équipement de surveillance thermique sur toute la flotte. Le refus cette fois porta sur un historique de crédit commercial insuffisant. 9 mois plus tôt, il arriva avec 3 ans de bilan financier et 2 contrats commerciaux signés avec des expéditeurs régionaux. Evelyn Croix le rencontra en personne ce jour-là. 5 minutes dans la petite salle de conférence vitrée au bout du hall du 2e étage. Elle regarda son dossier. Elle le regarda, lui, le col élimé, les mains abîmées par le travail, les bottes visiblement ressemelées au moins une fois. Elle dit qu'elle examinerait la demande et le tiendrait informé. Une semaine plus tard, l'email arriva. Après examen attentif, la réponse était non. Aucune raison dans le corps du message. 6 mois avant le vendredi, Mark soumit à nouveau avec des lettres de recommandation de 2 courtiers en fret régionaux et une proposition opérationnelle révisée. Le refus revint le même jour. Fred Croix mettait en place une nouvelle politique privilégiant les partenaires avec des flottes de 15 unités ou plus. Cette politique n'apparaissait pas sur le site de l'entreprise car elle n'existait pas formellement. Elle n'existait que dans le champ motif de la 6e lettre de refus de Mark Holt. 3 mois plus tôt, il avait atteint 11 camions. Il soumit à nouveau. Gisèle lut le dossier cette fois avant qu'il n'arrive sur le bureau d'Evelyn. Et elle le monta à l'étage avec un post-it sur la page de couverture qui disait, dans son écriture soignée, que ce dossier était plus propre que celui de la plupart de leurs partenaires actifs actuels. Evelyn avait détaché le post-it, l'avait mis de côté et signé le refus. 6 semaines avant le vendredi, Mark se rendit au siège de Fred Croix sans rendez-vous et resta 2h30 dans le hall principal. Evelyn passa en allant à une réunion et leurs regards se croisèrent pendant environ 3 secondes avant qu'elle ne continue vers l'ascenseur. Ce soir-là, une lettre type arriva dans sa boîte de réception. Fred Croix n'acceptait pas de nouvelles demandes de contrat pendant le trimestre en cours. Ce qu'Evelyn Croix ignorait, ce qu'elle n'avait pas su pendant ces 7 rencontres, c'était tout le parcours professionnel de l'homme qu'elle continuait d'éconduire. Mark Holt avait passé 12 ans chez Logistic Méridien avant d'acheter son premier camion. Il y avait commencé comme analyste de route fraîchement diplômé de l'Université de l'Iowa, était monté jusqu'à la gestion des opérations, et à la mi-trentaine avait été nommé directeur des opérations pour toute la division du Midwest. Il avait supervisé une flotte de 430 véhicules sur 9 États, négocié des accords de chaîne d'approvisionnement valant des centaines de millions de dollars, et construit l'architecture de routage qui donnait à Méridien un avantage concurrentiel qu'aucun de ses rivaux régionaux n'avait pu combler pendant près d'une décennie. Il connaissait l'industrie du fret de l'intérieur, des manifestes aux réunions du conseil, et il l'avait quitté volontairement. Il était parti parce que sa femme n'était plus là et que sa fille avait 3 ans, et qu'elle avait besoin de grandir quelque part avec un jardin et une grand-mère qui se souvenait du nom de sa mère. Claire avait grandi à Valmoulin. Sa famille y était encore. Il s'installa dans la maison à la branche de chêne fendu et à la clôture grillagée, acheta son premier camion avec le reste de son indemnité et recommença de la plus petite manière qu'il connaissait. Son ami Isaac Rousseau le connaissait depuis l'université. Isaac tenait un dîner de camionneurs à 12 km à l'est de la ville, et avait vu Mark reconstruire sa vie un véhicule à la fois, sans jamais mentionner Méridien à quiconque sauf si Mark en parlait en premier. Isaac comprenait ce que Mark avait abandonné et pourquoi, et il respectait cet échange complètement sans jamais en faire un sujet de sentimentalité ou de deuil, ce qui était une des raisons pour lesquelles Mark continuait à revenir. Il gardait le café chaud et le box du coin libre, et quand Mark arrivait après une longue nuit de route avec l'air d'avoir besoin de réfléchir à voix haute, Isaac servait et écoutait sans donner d'opinion à moins qu'on ne lui en demande. La maison de la rue des Crêtes était de la bonne taille pour 2 personnes qui apprenaient à naviguer dans les routines l'une de l'autre. Mark la maintenait propre avec un minimalisme discipliné de quelqu'un qui avait autrefois géré des réseaux logistiques de 400 véhicules et savait que l'entropie s'aggrave si on la laisse faire.
Il réparait les choses lui-même, le loquet de la clôture arrière, le robinet de la cuisine, la branche de chêne fendue qui finit par tomber en juillet et qu'il avait coupée et empilée en bois de chauffage en un seul week-end. Bonnie n'avait aucun souvenir de la voix de sa mère, mais elle avait des photographies disposées sur l'étagère basse du salon et une petite boîte en cèdre que ses grands-parents lui avaient offerte contenant une fleur pressée, un mot manuscrit et une photo de Claire au même âge que Bonnie, qui, selon tous ceux qui avaient vu les deux, lui ressemblait de façon saisissante. Elle avait le visage de son père quand il regardait la photo encadrée sur le mur de la cuisine, cette immobilité particulière, pas exactement du chagrin, plutôt l'image rémanente de quelque chose qui avait autrefois rempli la pièce d'une qualité de lumière spécifique et dont l'absence se remarquait seulement à la façon dont la pièce semblait différente à certaines heures de la journée. Elle avait, qui avait été l'idée de Claire, commandée dans un catalogue par correspondance 2 semaines avant l'accident. Bonnie ne savait pas ce que son père avait été avant Valmoulin. Elle savait seulement que quand il lisait un contrat, il le lisait très vite puis le posait et disait que c'était bien. Elle lui avait un jour demandé si « bien » signifiait bon ou pas bon. Il avait répondu que cela signifiait qu'il y réfléchissait et que réfléchir était différent de s'inquiéter, une distinction importante qu'elle devrait retenir. Ce à quoi Marc réfléchissait depuis 6 mois, la vraie raison pour laquelle il avait continué à déposer des demandes auprès de Fred Croix malgré tous les refus, était un contrat spécifique qui n'avait pas encore été signé quand il avait franchi ses portes vitrées la première fois. Il avait su que Centre Retail allait lancer un appel d'offres pour sa distribution dans le Midwest au 4e trimestre. Il avait rédigé l'analyse initiale de la chaîne d'approvisionnement pour Centre Retail 8 ans plus tôt quand il était encore chez Méridien, et il connaissait leur processus d'achat, quelles entreprises correspondaient à leur profil de réseau régional, et pourquoi Fred Croix allait presque certainement remporter le contrat. Il savait aussi que la structure actuelle de routage d'Evelyne Croix présentait un défaut de répartition des charges dans le corridor nord qui ne compterait pas pendant les mois de faible volume, mais créerait un goulet d'étranglement sous la pression soutenue d'un déploiement festif de 90 jours. Il avait déposé ces 7 demandes non parce qu'il était désespéré de tout travail que Fred Croix pouvait offrir, mais parce qu'il voulait être un partenaire agréé et vérifié avant l'arrivée du contrat. Ainsi, quand le défaut deviendrait une crise, il serait déjà à table, légalement éligible pour aider, avec un historique que Fred Croix pourrait vérifier. Il n'avait pas prévu que les refus iraient aussi loin, mais il avait continué parce que la logique n'avait pas changé. Solution Fred Croix avait remporté le contrat Centre Retail 6 semaines avant le vendredi, 12 millions de dollars. 87 points de livraison à travers le Midwest. La première échéance majeure tombait 90 jours plus tard, la première semaine de novembre, quand la poussée complète des stocks des fêtes devait être en place. Evelyne avait signé l'accord elle-même. La même semaine, elle avait signé la 7e lettre de refus de Mark Holt, et elle l'avait fait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait construit une entreprise au bord de l'insolvabilité jusqu'à la notoriété régionale uniquement par discipline et précision. Le problème n'était pas le contrat. Le problème était Charles Bain. Charles Bain était membre du conseil d'administration de Fred Croix depuis avant qu'Evelyne n'hérite de l'entreprise, nommé par son père à l'époque où le vieil homme croyait encore utile d'avoir ses adversaires assez près pour les surveiller. Bain n'avait jamais accepté Evelyne comme dirigeante légitime. Il avait passé 7 ans à attendre qu'elle commette une erreur assez grave pour la porter devant un vote du conseil. Quand la patience échoua, il en fabriqua une. Le mercredi de la semaine de crise, la flotte opérationnelle principale de Fred Croix, 22 camions, se mit soudain en grève à cause d'un conflit de travail avec le syndicat régional des chauffeurs. Le timing n'était pas une coïncidence. Bain avait une relation avec les dirigeants du syndicat qui précédait son siège au conseil, et la grève avait été coordonnée pour tomber précisément au moment où Fred Croix était le plus vulnérable, 8 semaines après le début d'un déploiement de 12 millions trop avancé pour sortir du contrat et trop à court de personnel pour l'honorer. Evelyne avait passé le mercredi et le jeudi à appeler tous les partenaires de fret de secours dans l'annuaire régional. Le marché était saturé. Les semaines avant Thanksgiving étaient la période la plus contrainte en capacité de tout le calendrier du fret, et chaque opération avec des camions disponibles les avait déjà engagés ailleurs. Son directeur des opérations avait refait les calculs 3 fois. Il pouvait honorer environ 60% du programme Centre Retail avec les ressources internes, en raclant la capacité des petits affiliés. 60% n'était pas suffisant.
60% constituait une violation matérielle. Une violation matérielle sur un contrat de 12 millions avec des communications documentées dans le dossier du Conseil montrant qu'Evelyne avait engagé hors du registre habituel des partenaires serait exactement l'arme dont Charles Bain avait besoin pour demander un vote. Gisèle fut celle qui prononça le nom de Marc. Elle sortit la 6e demande du tiroir d'archives, celle avec son post-it encore plié à l'intérieur, et la posa sur le bureau d'Evelyne sans un mot. Evelyne fixa le dossier un long moment. Puis elle demanda, d'une voix plus basse que son registre habituel, pourquoi elle l'avait rejeté. Gisèle ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, elle dit, prudemment, qu'elle n'était pas certaine que l'une des 7 raisons invoquées ait été la vraie. Evelyne resta assise avec cette idée un moment. Elle repassa la 4e rencontre, 5 minutes, la petite salle de conférence vitrée, le col élimé et les bottes ressemelées, et reconnut, avec une clarté inconfortable, le moment exact où sa décision avait été prise. Elle n'avait pas été prise en lisant le dossier. Elle avait été prise en le regardant, lui. Elle savait ce que cela signifiait. Elle avait passé toute sa vie professionnelle à combattre l'idée que sa compétence pouvait se lire sur son apparence, et elle avait fait exactement la même chose à un homme assis en face d'elle avec un dossier opérationnel impeccable et cette année d'expérience dont elle n'avait jamais pris la peine de s'informer. Elle ne dit rien de tout cela à voix haute. Elle ferma le dossier, dit à Gisèle de trouver son adresse et alla chercher ses clés. La cuisine de Marc était petite et ordonnée comme les espaces le deviennent quand une seule personne les gère avec une attention constante. Il y avait un égouttoir sur le plan de travail avec 2 assiettes et un bol de céréales. Un dessin d'enfant fixé au réfrigérateur avec un aimant en forme de l'État de l'Iowa, et une photo encadrée sur le mur près de la fenêtre d'une femme aux yeux clairs et au sourire exact de Bonnie. Evelyne s'assit à la table de la cuisine pendant que Marc posait 2 tasses et parcourait les documents sommaires qu'elle avait apportés. Il lut rapidement, pas en diagonale, vraiment en lisant. Parcourant les notes de bas de page et les annexes avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui savait exactement quoi chercher dans un contrat de fret. Elle le remarqua et ne dit rien. Il lui demanda quel pourcentage d'exécution elle devait atteindre pour éviter une violation matérielle. Elle répondit 85. Il dit que 11 camions sur un roulement de 3 équipes pouvaient couvrir 90% du volume si elle lui donnait l'autorité de routage autonome. Elle dit qu'elle voulait du personnel de fret croix dans chaque véhicule pour la supervision. Il répondit non, que l'accès GPS en temps réel de son système était plus transparent qu'un superviseur dans la cabine et que le poids supplémentaire sur chaque trajet ralentirait le planning. Il ne fut pas impoli. Il était simplement exact, et ils le savaient tous les deux. Elle lui demanda où il avait appris la logistique. Il répondit l'université de l'Iowa, ingénierie industrielle et commerce combiné, et 12 années de pratique opérationnelle. Elle demanda où il avait pratiqué. Il la regarda un moment avant de répondre, sans hésiter, juste en donnant à la question le poids qu'elle méritait. Il dit, logistique méridien. Le nom tomba dans la pièce comme les faits importants le font, sans drame mais avec une gravité qui réorganisa tout autour de lui. Solution Fret Croix avait autrefois postulé pour devenir sous-traitant régional de Méridien. C'était 7 ans plus tôt, avant qu'Evelyne n'ait terminé de stabiliser l'entreprise après la mort de son père. Méridien avait refusé la demande. La lettre de refus avait cité la taille insuffisante de la flotte de Fret Croix. Evelyne se souvenait de cette lettre. Elle l'avait lue une 12aine de fois, et chaque fois elle avait eu le goût de l'humiliation précise d'entendre qu'on n'était pas encore assez bon. Elle lui demanda quel avait été son titre. Il répondit, directeur des opérations, division Midwest. Elle posa sa tasse sur la table. Bonnie leva les yeux de son dessin dans le coin, annonça que son père avait été un grand patron, mais qu'être un grand patron signifiait qu'on était trop souvent loin de la maison, puis retourna à son dessin. Marc regarda sa fille avec une expression qui ne contenait ni embarras ni excuse. Evelyne dit qu'elle voulait s'excuser pour les 7 refus. Marc lui répondit qu'elle n'avait pas à le faire. Elle avait été dans son droit de refuser toute demande pour n'importe quelle raison. Ce qu'il avait besoin de savoir, dit-il, c'était si elle pouvait s'engager cette fois dans un véritable partenariat, pas une transaction de crise, mais une relation professionnelle fonctionnelle fondée sur des informations exactes. Il dit qu'il avait besoin de la nuit pour y réfléchir. Elle rassembla ses documents, se leva et regarda autour de la cuisine une dernière fois avant de partir. Elle regarda la photo sur le mur plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu.
Dehors, elle resta assise dans la voiture une minute entière, moteur éteint, avant de tourner la clé. Mark appela Isaac depuis l'allée pendant que la grand-mère de Bonnie regardait la télévision à l'intérieur. Il était presque 21 heures. Isaac fermait le dîner, essuyait le comptoir et éteignait le grill. Il écouta tout le récit sans interrompre, posa le torchon et s'appuya contre le comptoir avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui donne à une conversation tout son poids. Quand Mark eut terminé, Isaac posa la question évidente. Allait-il signer? Mark s'assit sur le haillon de son camion et regarda la branche de chêne fendue contre le ciel en pensant à la manière de dire ce qu'il portait depuis 18 mois. Il dit la vérité à Isaac, que le contrat Centre-Retail avait été la cible depuis le début, qu'il avait repéré le défaut structurel dans le plan de routage d'Evelyn 6 mois avant la signature du contrat, qu'il avait su grâce à son histoire avec Centre-Retail comment le calendrier de déploiement stresserait le réseau, et qu'il avait essayé de se faire agréer par Fred Croix pour être en position de combler le vide légalement selon ses propres termes quand la pression arriverait. Il n'avait pas prévu que le point de rupture serait une grève coordonnée, mais la logique sous-jacente avait tenu depuis le début et tenait encore maintenant. Isaac demanda, « Tu savais que ça arriverait? » Mark répondit, « Pas exactement ça, mais quelque chose comme ça. » Il avait passé assez d'années du côté des opérations pour savoir qu'une architecture défectueuse ne reste pas théorique une fois qu'on y met une charge réelle. Quelque chose casse. La seule variable est quand et sous quelle forme. Isaac fixa le plafond du dîner vide un moment. Puis il demanda si Mark avait vraiment été en colère à cause des 7 refus. Pas de la façon dont on dit ne pas l'être, mais vraiment. Mark regarda à nouveau la branche. Il dit oui de la manière dont on ressent quelque chose brièvement puis qu'on pose parce que le porteur coûte du carburant dont on a besoin pour autre chose. Il dit qu'il s'était déjà trouvé de l'autre côté de cette table. Il avait signé des refus de bonne demande pour des raisons plus liées à l'impression que quelqu'un faisait en entrant dans une pièce qu'aux chiffres sur la page. Il savait à quoi cela ressemblait des deux côtés du bureau et il n'allait pas dépenser d'énergie à être amer pour une chose qu'il avait lui-même faite. Il décida de signer. Mais pas selon les termes d'Evelyn, selon les siens. Il rentra, s'assit au petit bureau dans le coin du salon et rédigea 3 pages de conditions supplémentaires à la main, comme il avait rédigé des annexes opérationnelles chez Méridien quand il voulait réfléchir à chaque clause sans la distraction d'un écran. Les points clés étaient ceux-ci. Autorité de routage autonome sur tous les trajets assignés, paiement hebdomadaire contre livraison effectuée plus tôt que net 30, et une disposition formelle obligeant Fred Croix à évaluer Logisticolt pour un accord de partenariat à long terme à conditions égales si l'exécution dépassait 85%. Il ne demanda pas de garantie. Il demanda une évaluation honnête. Il vérifia Bonnie avant d'aller se coucher, resta dans l'embrasure de la porte de sa chambre à écouter sa respiration. Puis alla dormir. La première semaine passa vite. Mark donna à Gisèle l'accès en temps réel au système de suivi de la flotte le lundi matin, lui expliqua le tableau de bord en un appel de 10 minutes, et était au volant du premier trajet avant 7 heures. Il conduisit lui-même le corridor nord ce jour-là, non parce que ses autres chauffeurs ne pouvaient pas le faire, mais parce qu'il avait besoin de vérifier personnellement les conditions routières, les restrictions de poids et les points d'accès au site de livraison avant d'y mettre qui que ce soit d'autre. Il nota 3 intersections où le routage cartographique était techniquement correct mais pratiquement inefficace, 2 quais de chargement aux procédures très différentes de celles indiquées, et une portion de route de comté montrant une détérioration de surface qui ralentirait un camion chargé d'environ 15 minutes par passage. Il ajouta tout au fichier de route avant de rentrer. Le 3e jour, il identifia 2 emplacements dans le manifeste de livraison où la planification de route avait manqué des contraintes pratiques. Un pont avec des limites de poids affichées qui disqualifiaient les camions en pleine charge, et une zone de livraison urbaine où les véhicules commerciaux dépassant une certaine longueur étaient interdits pendant les heures d'ouverture. Il prépara un bref rapport avec 2 solutions de routage alternatives pour chaque emplacement, avec estimation de temps et calcul de carburant pour les 2 options, et l'envoya à Gisèle avant midi. Elle le transmit à Evelyn avec une seule ligne. Il a trouvé ce que notre équipe a manqué en 6 semaines de préparation. Evelyn lut le rapport 2 fois, puis ouvrit le tableau de bord de suivi de la flotte et regarda les indicateurs de position des 11 camions un moment sans rien dire à personne au bureau. Ce que Gisèle avait appris en 4 ans de travail pour elle a signifié qu'elle révisait quelque chose qu'elle croyait déjà comprendre.
Elle se rendit au 17e point de livraison le 8e jour. Elle s'était dit que c'était un contrôle opérationnel, le genre de supervision qu'une directrice générale exerce sur un contrat critique. Elle se gara plus loin dans la rue et observa de loin. Mark se tenait à côté du camion et parlait avec le responsable réception, parcourant le manifeste, prenant une petite note sur son porte-bloc. Il n'y avait rien de remarquable dans ce qu'elle regardait. C'était exactement à quoi ressemblait un opérateur de fret professionnel faisant bien son travail. La qualité peu remarquable de la scène était, d'une certaine façon, ce qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser pendant le trajet de retour. Le 12e jour, Charles Bain passa à l'action sur la flotte. Il avait identifié 2 des chauffeurs de Mark par un contact mutuel dans le réseau régional de fret et avait arrangé qu'on leur propose des offres, des primes de signature et des taux de base plus élevés en échange de quitter immédiatement Logisticolt. C'était une perturbation précise. Perdre 2 chauffeurs en plein contrat obligerait Mark à compresser son planning, créerait des retards en cascade sur les corridors nord et central, et donnerait à Bain exactement l'échec de performance dont il avait besoin pour documenter devant le conseil. Un des chauffeurs dit non au recruteur avant même que la conversation ne soit terminée. L'autre apporta la lettre d'offre directement à Mark le lendemain matin. Mark la lut, remercia le chauffeur et passa 2 coups de téléphone avant le déjeuner. Les appels allèrent à des personnes qu'il n'avait pas contactées depuis 3 ans, d'anciens collègues de Méridien qui s'étaient réinstallés dans la région et géraient des routes indépendantes. Tous 2 reconnurent son numéro quand il apparut sur leur écran. Tous 2 dirent oui avant qu'il ait fini sa phrase. Le 15e jour, Mark rencontra Evelyn au dîner d'Isaac avec un rapport d'avancement de 2 semaines. Il l'avait formaté lui-même, un document de 4 pages qui suivait les taux d'exécution par corridor, signalait 2 retards d'accès récurrents à des sites de livraison spécifiques, et incluait un modèle de projection pour les 2 dernières semaines avec une marge météo conservatrice. Evelyn le lut au box du coin pendant qu'Isaac remplissait son café sans demander. Elle dit que c'était le rapport mi-contrat le plus détaillé qu'elle ait reçu d'un partenaire en 7 ans à la tête de l'entreprise. Elle demanda à nouveau où il avait appris à rédiger une documentation opérationnelle comme celle-ci. Il lui rappela qu'elle avait déjà la réponse. Elle leva les yeux de la page. Il la regardait avec la patience particulière de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé d'avoir quoi que ce soit à prouver, et elle découvrit, de manière inattendue, qu'elle ne pouvait soutenir son regard sans ressentir le malaise précis de quelqu'un qui s'est trompé sur quelque chose d'important pendant longtemps. Le 29e jour, Gisèle appela Evelyn pendant qu'elle conduisait. Charles Bain avait demandé une session extraordinaire du conseil. La plainte formelle alléguait qu'Evelyn avait confié la responsabilité opérationnelle d'un déploiement phare à une partie extérieure non vérifiée en violation de la clause de gouvernance des partenariats de l'entreprise. Une clause que Bain avait discrètement fait passer par amendement 18 mois plus tôt, rédigée assez largement pour être utilisée exactement de cette façon. La session du Conseil était prévue pour le jour 32, le même jour que la première échéance majeure de livraison Centre-Taille. Ce n'était pas une coïncidence. La logique était simple. Si l'échéance était respectée, Bain argumenterait que le recours à l'externalisation des opérations critiques restait une violation de gouvernance. Si l'échéance était manquée, la violation parlerait d'elle-même. Dans les 2 cas, il avait construit un chemin vers un vote de défiance. Evelyn s'arrêta sur le parking d'une station-service et lut l'email du conseiller général de l'entreprise et se sentit, pour la première fois depuis longtemps, vraiment incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite. Mark l'appela à 23 heures cette nuit-là. Il savait pour la réunion du conseil. Il l'avait su depuis le jour où son chauffeur lui avait apporté la lettre de recrutement, et il avait passé 2 semaines à décider s'il devait et quand le soulever. Il lui dit qu'il avait un enregistrement de l'envoyé de Charles Bain approchant son chauffeur avec une demande explicite d'abandonner le contrat en plein trajet, un acte direct et documenté de sabotage contre une opération active de fret croix. Il pouvait le lui transmettre ce soir. Evelyn demanda pourquoi il avait attendu. Il répondit qu'il n'avait pas voulu l'introduire dans la situation avant la fin du contrat, afin que personne, ni le conseil, ni Bain, ni quiconque, ne puisse suggérer qu'il l'avait utilisé comme levier pour protéger sa propre position. Il voulait terminer le travail d'abord. Ce qui viendrait après était séparé. Elle resta silencieuse au téléphone un moment. Puis elle dit qu'elle comprenait. Il envoya les fichiers à la boîte sécurisée de Gisèle à 23h15 et alla vérifier la prévision météo pour le corridor nord.
La prévision était fausse. Le système qui devait passer au sud-est par l'Ohio tourna vers le nord-ouest. Et à minuit le jour 31, la neige tombait drue sur le quart supérieur de la route restante de Mark, 14 points de livraison. 2 camions déjà en retard à cause d'un retard d'après-midi à un quai de chargement d'entrepôt. Mark ajusta le planning depuis la cabine du camion 11, appelant chaque chauffeur l'un après l'autre, redistribuant les arrêts, recalculant les fenêtres d'arrivée, pendant que les essuie-glaces luttaient contre l'accumulation sur le pare-brise. Isaac resta au téléphone avec lui pendant 2 heures, lisant les conditions météo mises à jour depuis le site radar sur son ordinateur portable au comptoir du dîner. Les routeurs. Elles se plièrent, se compressèrent et furent reroutées 2 fois, metteur. Bonnie appela à 21 heures pour demander s'il serait rentré à temps pour lui lire une histoire. Il regarda l'odomètre, la route restante, la météo qui s'éloignait régulièrement vers l'est de ses 4 derniers arrêts. Il lui dit de garder Navet éveillé pour lui. La dernière livraison de la première phase centre-taille fut terminée à 23h47 le soir du jour 31, 13 minutes avant le seuil contractuel de minuit. Le taux d'exécution sur l'ensemble de la phase était de 93,2%, 8 points au-dessus du seuil de violation, 4 au-dessus de ce qu'Evelyn avait demandé quand elle s'était tenue à sa clôture un vendredi après-midi. Mark resta assis sur le parking du dernier site de livraison quelques minutes avant de commencer le trajet de retour. Il appela Gisèle, lui donna les chiffres finaux et lui demanda de les transmettre à Evelyn. Gisèle dit qu'Evelyn attendait. Mark dit qu'elle savait maintenant et raccrocha. Il rentra à 1h du matin. Bonnie dormait avec Navet serré sous son bras et la lampe de chevet encore allumée, ce qui signifiait qu'elle s'était lu une histoire jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus garder les yeux ouverts. Il éteignit la lampe, resta un moment dans l'embrasure, puis alla à la cuisine et s'assit au bureau. À 10h du matin le jour 32, Evelyn Croix entra dans la salle du conseil de Fred Croix et prit la chaise en bout de table. Charles Bain avait arrangé la pièce pour qu'elle ressemble à une procédure avec des documents imprimés à chaque place et un projecteur chargé d'une diapositive intitulée Gouvernance et responsabilité en haut. Il commença sa présentation avec l'assurance d'un homme qui avait passé 3 ans à construire un piège et regardait maintenant quelqu'un y entrer. Evelyn le laissa finir. Puis elle se leva. Premièrement, les données d'exécution de la phase 1 du déploiement centre-taille, 93,2%, aucune violation matérielle, le contrat de 12 millions intact et sur les rails. Deuxièmement, l'enregistrement audio et l'offre de recrutement écrite avec une chaîne de documentation claire établissant qu'un membre du conseil avait délibérément tenté de compromettre un contrat actif de l'entreprise pour un avantage stratégique personnel. Troisièmement, elle présenta la biographie professionnelle complète de Mark Holt, non le résumé de contractant qu'elle avait gardé dans un dossier pendant 18 mois, mais la vraie, les diplômes, les 12 années chez Méridien, le titre, l'ampleur, le fait que Fred Croix avait autrefois postulé pour être sous-traitant dans sa division et avait été refusé. Elle prononça son nom clairement dans une salle pleine de gens qui venaient de passer 30 minutes à le discuter comme un risque. Et elle le dit sans excuse ni réserve. Le vote prévu pour la destituer de la direction devint au contraire le vote qui suspendit Charles Bain en attendant une enquête interne sur sa conduite. Elle le remporta par 7 voix contre 2. Gisèle la retrouva ensuite dans le couloir devant la salle du conseil et lui demanda doucement quand Mark avait envoyé l'enregistrement. Evelyn répondit la veille au soir. Gisèle dit qu'il aurait pu l'envoyer 2 semaines plus tôt et l'utiliser pour protéger son propre contrat. Evelyn hocha lentement la tête une fois. Elle dit qu'elle le savait. C'était pourquoi elle l'avait utilisé. Elle se rendit chez Mark cet après-midi-là sans appeler d'abord. Bonnie était dans le jardin devant, assise en tailleur sur l'herbe, enfilant de petites perles sur un cordon élastique avec le sérieux absolu de quelqu'un engagé dans une fabrication importante. Navet était appuyé contre le poteau de la clôture en superviseur. Mark était sur le perron avec une tasse de café et la même immobilité tranquille qu'il semblait toujours porter. Pas de la passivité, mais le calme particulier de quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps ce qui valait la peine de dépenser de l'énergie et avait organisé sa vie en conséquence. Evelyn franchit le portail et s'assit sur les marches à côté de lui sans préambule. Elle posa un dossier sur la marche entre eux. Il le regarda, puis la regarda. Elle dit que c'était une proposition de partenariat à long terme à conditions égales,
structuré autour d'un accord renouvelable de 12 mois avec droit de premier refus sur tous les contrats de déploiement Midwest au-dessus d'un certain seuil de volume. Il le prit et le lut attentivement. Puis il tourna à la page 3, où ses propres 3 pages de conditions manuscrites, transcrites proprement, avaient été incorporées dans le document. Il leva les yeux. Elle dit qu'elle avait trouvé la version originale dans les archives de Gisèle. Il répondit qu'elle en avait trouvé la plus grande partie. Il en avait rédigé la première ébauche 18 mois plus tôt. Elle le regarda un moment de la façon dont les gens regardent quelqu'un quand ils recalculent toute la chronologie d'une histoire partagée. Puis, pour la première fois depuis qu'il avait vu son visage quelque part, sur la couverture du magazine, dans l'embrasure de la salle de conférence, à la clôture devant sa maison, elle sourit. Pas l'expression professionnelle composée qu'il l'avait vu déployer dans tous les autres contextes, quelque chose de plus petit et plus honnête. Le genre de sourire qui signifiait qu'elle avait enfin compris quelque chose et qu'elle n'allait pas prétendre l'avoir compris plus tôt. Bonnie leva le bracelet qu'elle avait assemblé et annonça qu'il était terminé, puis demanda si la dame restait pour le dîner parce que son père faisait des spaghettis et que ces spaghettis étaient vraiment très bons. 3 mois plus tard, Logistic Holt comptait 16 camions. La flotte avait grandi non parce que Mark avait précipité l'expansion mais parce que 2 des chauffeurs qu'il avait fait venir pendant la crise Centre-Taille avaient demandé à rester de façon permanente et qu'il en avait engagé 2 autres pour couvrir le volume qui accompagnait l'accord de partenariat avec Fred Croix. Il conduisait encore lui-même un car chaque semaine. Non parce que c'était nécessaire. Ça ne l'avait plus été strictement depuis le 3e camion, mais parce qu'il croyait, avec la constance de quelqu'un qui l'avait appris à un prix élevé, qu'une personne qui gère un système doit savoir ce que le système ressent vraiment de l'intérieur. Il connaissait les routes. Il savait où étaient les restrictions de poids, où le revêtement se fissurait dans le froid et où les quais de livraison étaient lents le mardi. Cette connaissance vivait dans ses mains autant que dans ses dossiers et il n'était pas intéressé à l'échanger contre le planning plus propre de quelqu'un qui ne regardait que les tableaux de bord. Evelyn restructura le conseil de Fred Croix en janvier après la conclusion de l'enquête sur la conduite de Charles Bain. Parmi les ajouts au panel consultatif stratégique de l'entreprise figurait Mark Holt. Elle ne lui avait pas demandé de rejoindre par faveur ni comme extension de leur contrat de partenariat. Elle lui avait demandé parce qu'il était la seule personne dont elle savait que les conseils arriveraient sans agenda qu'elle ne pouvait vérifier. Il avait l'habitude de lui dire des choses qu'elle ne voulait pas entendre, présentées simplement et sans adoucissement, et elle en était venue à reconnaître cette qualité comme la chose la plus rare dans la salle de n'importe quelle réunion qu'elle avait jamais présidée. Le premier lundi de février, Bonnie partit à l'école avec un bracelet de perles au poignet, bleu, vert et jaune, assemblé l'après-midi où Evelyn était venue à la maison avec le dossier du contrat à long terme. Bonnie dit à sa meilleure amie à la récréation qu'une amie de son papa l'avait aidé à le faire. Et son amie demanda comment s'appelait la dame. Et Bonnie répondit Evelyn. Et son amie demanda ce qu'Evelyn faisait, et Bonnie dit qu'elle n'était pas tout à fait sûre. Quelque chose avec des camions, comme son papa. Il y a des choses qui n'apparaissent dans aucune demande, aussi soigneusement constituée soit-elle. Elles ne figurent ni dans les registres de certification, ni dans les rapports de crédit, ni dans les métriques de taille de flotte, ni dans le genre de première impression que fait une paire de bottes ressemelées dans une salle de conférence aux parois vitrées. Elles existent dans la manière dont une personne réagit quand un plan s'effondre à minuit dans une tempête de neige, dans le nombre de fois où elle est prête à revenir à une porte fermée parce que la logique est solide et que le travail vaut la peine d'être fait. Evelyn Croix avait passé 18 mois à regarder la surface de quelque chose sans voir ce que c'était. Mark Holt avait su ce que c'était depuis le début et avait simplement attendu qu'elle regarde plus attentivement. Au final, elle le fit. Cela lui coûta cet refus et une véritable crise pour y arriver, mais elle y arriva. Et l'homme qu'elle avait écarté chaque fois était encore à la table parce qu'il ne l'avait jamais quitté. Il avait simplement pris le long chemin, livré à temps et gardé la voie libre pour quand elle serait prête à s'y engager.